Bienvenue à tous, bienvenue aux candidats. C'est une procédure générale que nous allons suivre. Chaque candidat aura 3 minutes pour se présenter. Les questions, nous avons des questions qui ont été soumises en anglais et en français à l'avance, où vous pouvez pendant le débat soumettre vos questions par écrit. Les questions doivent être claires et portées sur les candidats qui se présentent au poste. Les questions devraient être polies et ne pas être diffamatoires, respectueuses. Chaque candidat aura 90 secondes pour répondre, mais je ne vais pas vous couper la parole après 90 secondes. Les questions ne peuvent pas être adressées à un seul candidat, mais à tous les candidats. La durée totale du débat sera de 35 minutes, mais encore une fois, ce n'est pas gravé dans le béton. Et entre les questions, c'est moi qui posera les questions dans la langue où elles ont été soumises. Les questions seront choisies au hasard et il y aura des questions on va faire l'alternance entre les questions soumises à l'avance et les questions déposées ici dans la boîte à l'Assemblée. Et c'est à peu près tout. Et on va examiner les questions pour voir s'il n'y a pas de déclaration diffamatoire. Si vous pouvez me les amener, les questions ici, c'est purement pour vérifier est-ce que ça soit souhaitable pour tous les candidats. Bonjour à tous les candidats. Voici la procédure générale qui suivra lors des périodes de questions du débat. Chaque candidat aura 3 minutes pour se présenter, chacun à son tour. Les questions peuvent être soumises soit en anglais ou en français, soit à l'avance par les réseaux sociaux, qui a déjà été fait apparemment, et soit par écrit au débat même. Quelle que soit la façon de les soumettre, les questions doivent renfermer une question claire, pertinente pour tous les candidats se présentant au poste en cause. Et ils doivent ne renfermer aucune incivilité, ni allégation non fondée, ni autre énoncé qui pourrait être considéré comme irrespectueux. Chaque candidat aura droit à peu près 90 secondes pour répondre. Les questions ne peuvent pas s'adresser à un seul candidat. La durée totale de la période de questions est limitée à 35 minutes. Afin de pouvoir poser le maximum de questions, les longs préambules ne sont pas recommandés. Si un préambule renferme des informations jugées sans rapport avec le sujet, le modérateur pourrait le raccourcir. Actually, I think I skipped that part in English. I missed it. In order not to... Afin de pouvoir demander le nombre maximum de questions, de longs préambules ne sont pas recommandés. Si le préambule ne porte pas sur le sujet, le modérateur va le regarder. Où elles sont, dans laquelle elles ont été soumises. Les questions seront choisies au hasard. Il y aura une alternance entre les questions soumises d'avance et celles posées au forum, et ce, jusqu'à la fin de la période des questions, ou jusqu'à ce que toutes les questions soumises aient été posées, soit la première des éventualités. Alors, est-ce qu'on commence avec les questions? OK. You have your opening statements. You have... Vous avez 3 minutes. Alors, Doug va passer en premier. Je m'appelle Doug Haggard. Je suis nouveau dans la fonction publique. Ça fait 3 ans seulement que je travaille à la fonction publique. J'espère que tout le monde peut m'entendre.
Je suis à EDSC. J'ai participé à un autre syndicat à QP et j'amène une autre perspective qui va probablement aider l'ACEP. Je crois que les EC peuvent offrir le soutien approprié pour ce qui est du service offert aux Canadiens. Il y a beaucoup d'optimisme avec l'élection du nouvel gouvernement en ce moment. Il semble qu'il y aura une meilleure relation entre le nouveau gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Nous avons vu qu'ils sont engagés à négocier de bonne foi par opposition à ce qui se passait auparavant. Et aussi pour abroger le projet de loi C-59, même s'il y a beaucoup de positivité. Je crois qu'on doit voir ce que le gouvernement doit respecter ses engagements et que nous pouvons défendre les intérêts des membres lorsque nécessaire. Nous avons vu des engagements flous entourant le projet de loi C-4. Il n'y avait pas d'engagement à savoir si on se débarrasserait du projet de loi et de ramener l'arbitrage. Donc, il y a des renseignements qui ne sont pas clairs. Et on voit qu'il est nécessaire d'être organisé, d'avoir un syndicat plus fort qui peut défendre ses engagements. Donc, je crois qu'il est important d'avoir un syndicat fort qui peut communiquer avec les membres et un syndicat qui peut montrer les plus grands défis auxquels nos membres font face. Et aussi un syndicat qui s'engage non seulement avec les autres syndicats, mais le mouvement syndical en général. Et c'est essentiel à ce processus. Et il faut que les EC peuvent constamment développer leurs connaissances techniques, peuvent se perfectionner tout au long de leur carrière, d'avoir accès à des possibilités de formation pour que nous puissions former la prochaine génération de la fonction publique fédérale et fournir ces conseils. Je crois qu'il est important aussi de faire face aux défis que nous voyons chez nos membres, y compris les nouveaux, les jeunes, les employés à contrat, les minorités linguistiques, les différents emplacements. Il est important de regarder tous ces éléments. Et je m'arrête là. Merci. Je suis Maureen Collins et je me présente au poste EC pour plusieurs raisons. Et j'étais membre active syndicale pendant 25 ans. J'étais membre de OPSU, du syndicat des employés du syndicat de la Nouvelle-Écosse, de la fonction publique de l'Ontario. J'étais membre active et à cette étape-ci, pas comme délégué syndical, mais membre du comité de négociation. Lorsque les membres ont des préoccupations, des idées, estiment qu'ils peuvent voir des améliorations, il faut agir. En résumé, j'estimais qu'il fallait que j'agisse plutôt que de parler simplement. J'aimerais voir au sein de ce nouveau gouvernement, dans cette période d'espoir, j'aimerais que le syndicat devienne un syndicat fort et professionnel. Nous sommes des professionnels. Nous sommes connus à titre de professionnels et c'est là où on doit commencer. Et c'est là où on arrête aussi. Donc, comme membre, on s'attend du Conseil national des réponses réfléchies à des questions qui reflètent les préoccupations des membres. Je suis inquiète lorsque j'entends parler de scission et d'inéquité. Moi, je le vois
pas, et certainement de la plupart des jeunes avec lesquels je parle, je n'entends pas parler de ces inéquités. Et je suis inquiète. Il me semble qu'on crée des divisions là où elles n'existent pas. J'aimerais aussi voir une plus grande transparence dans nos activités, dans nos communications. La transparence et la communication, c'est très important. Et je parle en mon propre nom. J'ai essayé d'être transparente comme déléguée et comme membre du comité de négociation collective et dans le ministère où je travaille. Et alors que je parle aux gens en public et lorsque j'ai commencé au ministère où je travaille maintenant, vous devez terminer, votre temps s'écoule. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est d'envoyer un courriel au président de la sélection locale. J'ai dit, je suis membre actif, je suis compétente comme déléguée et je fais partie du comité de négociation et je suis heureuse de parler au comité de négociation. Pour moi, c'est important pour vous représenter de façon efficace au Conseil exécutif national. Merci. Sanjay, est-ce que vous nous entendez? Oui, je peux vous entendre. Bonsoir à tous. J'aimerais remercier Emmanuel et son équipe d'utiliser la technologie aujourd'hui en raison d'un engagement de dernière minute. Je suis à Orlando, à une conférence internationale. Je représente le gouvernement canadien. J'espère que vous voyez une photo de moi qui montre mon bon côté, mon bon profil. Ça fait 15 ans que je travaille au sein de la fonction publique fédérale. J'ai commencé à la Défense nationale et je suis allée ailleurs, à Santé Canada. Maintenant, je suis avec Emploi et Développement social Canada. J'ai vu plusieurs aspects. J'ai vu beaucoup de changements au cours des dernières 15 années. Et j'ai vu quel est le rôle des syndicats ou quel devrait être ce rôle. Et comme les candidats qui se sont exprimés avant moi, l'ACEP a toujours été perçue comme une organisation professionnelle. Et après 15 ans, j'ai décidé de donner de moi-même et c'est pourquoi j'ai présenté ma candidature à titre d'administrateur EC. C'est d'aider mes collègues qu'ils aient plus d'expérience, qu'ils commencent au début de leur carrière. Et je veux m'assurer que tout le monde ait les mêmes possibilités, que nous travaillons tous ensemble pour améliorer notre sort. Et depuis que j'ai présenté ma candidature au poste d'administrateur EC, je me rends compte que certaines personnes sont des membres RAND, ce sont des membres de l'ACEP qui ne font pas partie du cheptel. Et c'est décevant pour moi. La personne qui a donné son nom en appui de la résolution était un membre RAND et il a dit « J'espère que vous allez vous assurer que moi, je fasse partie de l'ensemble. » Et il y a des membres, nous voulons tous obtenir le même renseignement pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions de façon démocratique. Il vous reste 30 secondes. De plus, il s'agit de représenter nos membres et c'est très bien qu'on veuille faire de la formation de délégués syndicaux et j'ai des compétences. Je suis un fin stratège. J'ai des aptitudes à la recherche. Je suis un bon leader et je crois que ça peut amener beaucoup à la table pour aider mes collègues. Très bien. Vous êtes à l'heure. Alors maintenant, on m'a dit d'expliquer. Vous votez
il y a eu une démission d'un administrateur EC, donc il y a un poste vacant de directeur au CEN. Bon, alors l'ordre pour la réponse des questions va varier. Je vais commencer par vous, Doug, puisque vous avez été le premier à vous présenter. Alors, c'est adressé à tous les candidats. Est-ce que vous pensez que la CEP devrait mettre en place une structure de cotisation progressive? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'entendais pas. Mais je m'excuse, Sanjay. Est-ce que vous pensez que l'ACEP devrait explorer la mise en œuvre d'une structure de cotisation progressive? On va commencer par Doug, Maureen et ensuite vous-même, Sanjay. Est-ce que c'est vous qui avez posé la question? Il n'y a pas de secret que je fais partie du comité consultatif des jeunes membres et je soutiens la motion, je soutiens de l'explorer, cette motion, et je veux savoir ce qui se fait dans d'autres syndicats au Canada et partout au monde à ce sujet. Et je suis enthousiaste à voir quelles sont les options à notre portée dans l'avenir. Donc, je soutiens la résolution et d'explorer quelle serait cette structure de cotisation progressive. Maureen, merci. Moi aussi, je soutiens l'exploration de la structure, mais pour des raisons différentes de ce qui a été proposé dans la résolution. Je ne suis pas convaincue que les ressources de la CEP doivent être utilisées pour explorer cette résolution. Ce sont des comités de bénévoles et il faut trouver des données, mais ces données existent déjà. Et au comité de négociation, nous avons pu avoir accès à cette donnée et je pense qu'il y a une question d'injustice par rapport aux revenus et au montant des cotisations versées, mais ça m'inquiète de penser que c'est un problème générationnel. Ce n'est pas un problème de génération, mais de salaire donné en fonction de vos moyens. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Sanjay, c'est à vous. Je suis d'accord avec les deux autres candidats. Et il faut explorer davantage et je suis heureux que l'équipe veuille explorer cette option. Et nous voulons dire clairement pourquoi on voudra augmenter les cotisations, pourquoi on utilisera ces sommes. Et une question que j'ai mentionnée plus tôt, c'était qu'il y avait un manque d'informations. Pour être clair, pour être transparent, avant de pouvoir décider si nous voulons augmenter les cotisations, c'est très bien de faire de la recherche. L'Alliance, c'est probablement progressif, mais ces fonds serviront à quoi? Peu importe ce qu'on décide, il ne faut pas oublier cet aspect. Question suivante, une question qui a été soumise aujourd'hui à cette Assemblée. On dit que la CEP est une association professionnelle, mais les EC ne sont pas réglementés comme les médecins ou les avocats. Donc, ce titre professionnel n'est pas protégé. Comment défendre notre professionnalisme si nous ne nous mobilisons pas? Sanjay ou Maureen? Qui veut commencer? J'ai beaucoup de misère à vous entendre. Pouvez-vous répéter la question si ça ne vous dérange pas? Vous allez être le premier à répondre dans ce cas. On dit que l'association est une association professionnelle, mais les EC ne sont pas une profession réglementée comme les médecins ou les avocats. Nous ne sommes pas protégés. Comment défendre nos
notre professionnalisme si nous ne nous mobilisons pas? C'est une question intéressante. Lorsque je me suis joint à la CEP comme essai, je devais avoir certaines accréditations avant de me joindre. Il fallait avoir un diplôme, etc. Et il faut explorer cela davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, se mobiliser? Quelles sont les ramifications? Est-ce que nos membres aimeraient faire la grève là-dessus? Ce sont des questions que nous devons nous poser au niveau de l'exécutif en premier et ensuite en parler davantage. Mais on n'est peut-être pas perçus comme des médecins ou d'autres, mais dans la fonction publique, nous avons toujours été perçus comme un groupe professionnel. Merci. Maureen, je crois qu'il y a autre point. Et premièrement, quand on dit que nous sommes étiquetés, je ne pense pas que ceux qui font partie de la CEP pensent que si nous avons une association réglementée en dehors de notre profession, nous ne sommes pas réglementés. Mais si on a besoin d'un diplôme universitaire dans certains domaines, on s'attend de nous qu'on se comporte comme des professionnels. Deuxièmement, je ne sais pas comment on défend notre professionnalisme en se mobilisant. Nous défendons notre professionnalisme selon la façon dont nous nous comportons, dont nous démontrons notre solidarité les uns envers les autres. Et je crois que ça peut prendre la forme de mobilisation, mais je ne crois pas qu'on ait besoin de défendre notre professionnalisme en se mobilisant. J'estime que la mobilisation signifie plusieurs choses. Ce n'est pas tout de mettre le feu aux voitures, de manifester dans la rue pour accomplir quelque chose. La mobilisation de l'organisation, c'est une question de s'organiser, de communiquer, de créer un organisme pour défendre notre cause. Qu'est-ce qui nous rend unique à la CEP? Quels sont nos intérêts? Et ensuite, de savoir ce qui est le plus efficace pour s'assurer que si nous sommes face au Conseil du Trésor ou à d'autres, connaître la situation et trouver la meilleure façon de communiquer. Dans certains cas, ça peut de montrer des preuves et des recherches et de afficher ça sur le site web et de montrer que c'est un défi important. La santé mentale, les résultats des sondages auprès des employés publics. Et on peut créer des liens avec d'autres syndicats de la fonction publique et de voir que nous faisons face tous à un défi public où on doit créer des liens avec le mouvement syndical dans son ensemble pour montrer que nous faisons face à des défis communs parmi tous les membres. Peut-être nous devons participer à une manifestation, mais on peut parfois tout simplement publier un rapport. Et il n'y a qu'une seule question en français. Est-ce que vous êtes bilingue? Sinon, pourquoi êtes-vous un bon candidat? Doug, vous voulez commencer? Maureen, vous voulez commencer? Par les standards du gouvernement fédéral, je suis bilingue, mais je pense que dans mon cœur, c'est la vérité que je ne suis pas complètement bilingue.
Mais tout pour dire, je n'utilise pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Puis, je pense que tout le monde peut comprendre ce que j'essaie de dire maintenant. OK. Sanjay, do you want to have a... Sanjay, vous voulez peut-être répondre? Oui. C'est intéressant. Je ne parle pas le français couramment, mais je crois que le français est important et qu'il faut respecter nos collègues francophones. Ça devient de plus en plus important, à mon avis. Il y a des collègues qui veulent avancer dans la fonction publique. Ça a toujours été important d'être bilingue si on veut avancer dans la fonction publique. Nous sommes un pays bilingue et nous devons faire en sorte que les collègues qui veulent devenir pleinement bilingues aient la possibilité de le faire. Monsieur Doug. En tant que nouveau fonctionnaire, moi je ne viens pas de la capitale de la région de la capitale nationale. C'est vraiment ma plus grande faiblesse. Je ne suis pas du tout bilingue. C'est quelque chose sur lequel je travaille maintenant. J'espère le devenir. Moi, je pense que je pense que la fonction publique devrait continuer à nous offrir des possibilités d'apprendre le français. Il faudrait également appuyer les francophones au sein de la fonction publique également. Merci beaucoup. Alors, maintenant. C'est une question pour vous tous. Alors, on va commencer avec Doug, Maureen et Sanjay. Ça, c'est l'ordre de réponse. Alors, comment est-ce que vous proposez d'appuyer les jeunes fonctionnaires qui se joignent à la fonction publique? Comment les appuyer? Eh bien, tout d'abord, c'est important de faire un sondage, de faire de la recherche sur les enjeux auxquels font face les jeunes travailleurs, les jeunes fonctionnaires. C'est une première étape. Ce serait important d'encourager les jeunes travailleurs à mieux s'impliquer, davantage. C'est important pour les sections locales d'aller rejoindre ces nouveaux fonctionnaires en leur disant, écoutez, vous faites partie d'un syndicat, vous faites partie de notre section locale, impliquez-vous. Il faudrait leur donner d'autres possibilités de participation également. On pourrait les inviter à siéger sur des comités consultatifs pour les jeunes travailleurs, par exemple. Il faudrait qu'on leur donne la possibilité de progresser, en fait. Merci beaucoup. Alors, en débutant ma réponse, j'aimerais juste préciser que je n'appuierai pas tout simplement les nouveaux fonctionnaires qui sont jeunes, mais plutôt tous les nouveaux fonctionnaires. Moi, je suis devenu fonctionnaire il y a 8 ans. Je n'étais plus jeune à l'époque. Il nous incombe en tant que dirigeants locaux d'accueillir chaleureusement les nouveaux fonctionnaires. Aucun nouveau fonctionnaire devrait pouvoir commencer sa carrière au sein de la fonction publique en cherchant la représentation syndicale. Une section locale bien organisée doit avoir les moyens de identifier les nouveaux membres et de les inciter à participer à la section locale, mais également au syndicat général. Et de cette façon, au fur et à mesure qu'il y a des enjeux qui surgissent au lieu de travail, on va pouvoir les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Sanjay, vous voulez répondre à cette question? Cette question-là, oui. Alors, pour ce qui est d'appuyer de nouveaux fonctionnaires ou de gens qui se joignent à la fonction publique, comme j'ai dit dans ma déclaration liminaire, offrir de l'information aux nouveaux employés est crucial. Ça va
nous aider à éviter à ce que les membres restent et rendent. Il faut leur montrer les possibilités qui s'offrent à eux, comment ils peuvent progresser et les appuis qu'on leur offre également. Les nouveaux fonctionnaires ne connaissent pas forcément leurs droits et souvent, ces gens font face aux problèmes dans leurs bureaux respectifs à qui ils peuvent s'adresser. C'est important pour que l'ACEP ait cette présence très tôt pour montrer aux employés existants et aux nouveaux employés les mécanismes qui existent pour les appuyer. Il faut comprendre les besoins des nouveaux employés également qui se joignent à la fonction publique. Ils sont uniques et peut-être les gens qui auraient besoin de formation linguistique en français, par exemple, ou peut-être ils veulent entreprendre une nouvelle carrière, peut-être ils veulent changer d'emploi, etc. Merci beaucoup. Okay, now I'm going to get into Maintenant, okay, thanks. There's 10 minutes left. il nous reste 10 minutes. I've actually Alors, j'ai fusionné plusieurs questions. Donc, c'est une question à deux volets, finalement, qu'on va vous poser maintenant. C'est une question assez touffue. Alors, initiative récente pour encourager les délégués à assumer les responsabilités qui ont toujours été assumées par les ART. Pouvez-vous proposer plusieurs stratégies pour que l'AC améliore la présence des ART pour que les griefs soient traités plus rapidement? how about I summarize just Alors, je pourrais peut-être résumer la question parce que la question était très longue. Oui, allez-y, dit-elle. one or two strategies Kate might consider Plusieurs stratégies que l'ACEP pourrait envisager pour améliorer la visibilité des ART pour ce qui est de régler les griefs plus rapidement. Sanjay, vous voulez peut-être commencer? Alors, pourquoi ne pas mettre la personne au téléphone sur la sellette? Oui, d'accord. Eh bien, c'est intéressant. J'ai déjà eu cette conversation avec plusieurs collègues au bureau. Alors, on voulait avoir une meilleure idée des stratégies qu'ils proposaient, étant donné la nouvelle entente sur le rendement et la possibilité des questions qui pourraient très bien en découler. Et même si on a un nouveau gouvernement qui prône l'ouverture et la transparence, eh bien, je pense qu'on a vraiment besoin des délégués qui sont plus impliqués et qui aient la bonne formation. Des fois, des cas peuvent être complexes. Il faut mettre à contribution les bons acteurs suite qu'on a essayé de régler la question informellement. C'est la chose à faire. Moi, je crois sincèrement que quand on va faire face à des problèmes, il faut mettre en place des mécanismes. L'Alliance de la fonction publique s'est dotée de mécanismes pour appuyer ses employés et l'ACEP doit emboîter le pas, à mon avis. Que ça soit plus de formation, former les formateurs, c'est une possibilité également. Organiser un forum national qui réunirait les délégués syndicaux qui ont déjà reçu une formation de d'autres syndicats. C'est une autre possibilité également. Doug, vous voulez peut-être poursuivre? Oui, d'accord. Je suis d'accord avec la plupart des suggestions de Sanjay. Il faut faire en sorte que nos délégués soient bien formés tout d'abord et qu'ils aient accès également à la formation pour régler les conflits. C'est également important pour travailler avec d'autres syndicats comme l'Alliance de la fonction publique qui offre déjà de la formation avancée pour les délégués. Et là, je parle du règlement des conflits. Il faudrait apprendre d'eux et pourrait nous aider
ou sinon on devrait peut-être créer notre propre stratégie pour aider les délégués à régler les conflits eux-mêmes. Alors, moi, je dirais deux choses. Premièrement, la façon la plus évidente pour nous, si on veut augmenter l'accès au ART, ça serait d'embaucher plus d'ART, justement. Mais c'est une question, c'est une décision de dotation interne pour la CEP. Ça ne relèverait pas de mon mandat, mais du point de vue des délégués, il faut reconnaître le fait que notre structure est très différente par rapport aux autres syndicats au Canada. Alors, d'après mon expérience, quand je parle à d'autres délégués au sein de l'association, alors ils n'essaient pas de régler les questions, ils renvoient les questions automatiquement au Bureau national. Et ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la convention collective. Ils ne pensent pas avoir les compétences nécessaires pour régler les conflits. Eh bien, ils ne se sentent pas dans leur zone de confort. Ils passent tous les problèmes directement à l'ART. Il faut donc bonifier la formation. Quand je me suis jointe à l'association, j'ai pris la formation pour les délégués, mais il faudrait peut-être renouveler cette formation annuellement. Il faudrait mettre l'accent sur des thèmes différents et ça pourrait renforcer la confiance des délégués. Faire plus, eh bien, il faudrait refondre de fond en comble notre système. On ne peut pas adopter un système comme ce qui existe à la fonction publique du jour au lendemain. Merci beaucoup. Alors, maintenant, l'ordre des réponses sera comme suit. Doug, Sanjay. Bon, je sais pas, je suis perdu là. Rapport de Doug, Sanjay, Maureen. Alors, je vais fusionner deux questions qui sont manuscrites. Appuyez-vous le plan de la présidente pour transformer la CEP? Quelle est votre position quant à la création d'un fonds de grève à la CEP? Doug, vous avez la parole en premier. Oui, absolument. J'appuie le plan de notre président pour refondre la CEP pour devenir une association plus forte, plus efficace. Alors, j'appuie également la position pour se constituer un fonds de grève à la CEP jusqu'à récemment. On avait la possibilité de passer par l'arbitrage pour régler les différends à la table de négociation. On n'a plus cette possibilité maintenant. Ça nous a laissé avec quoi, justement? Eh bien, c'était nécessaire de se doter d'un fonds de grève pour réagir. C'est important d'en avoir un. C'est important de montrer qu'on peut réagir efficacement face aux enjeux. Et comment le faire, c'est de montrer qu'on est prêt et capable d'agir là où nécessaire. Et ça peut donc provoquer ça peut montrer au gouvernement qu'on peut vraiment agir de façon efficace, ça pourrait montrer en fait que le syndicat sera prêt à faire grève le cas échéant. J'espère que ça sera quelque chose qu'on va savoir éviter. Sanjay, vous êtes le prochain sur la liste. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire que je suis d'accord avec Doug. Avec ce que Doug vient de dire, moi j'appuie la position d'Emmanuel. Il faut qu'on assure la transparence. Il faut qu'on partage les informations avec nos membres. Alors, par le passé, ça a été une question qui m'a été posée. Aucune information divulguée. Ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de méfiance. Comment dissiper cette méfiance? C'est de faire preuve de plus de transparence et d'ouverture. Pour ce qui est de la création d'un fonds de grève, par rapport à ce qu'on a dit juste avant le débat, alors je pense que ça pourrait être un élément qui devrait être étudié. Alors, voici ce qu'on doit faire pour se doter d'un fonds de grève. Il faut qu'on se dote d'un mécanisme, mais qu'est-ce que nos membres vont faire si on est obligé de faire grève?
peu importe les positions du nouveau gouvernement, le nouveau gouvernement dit vouloir faire preuve d'ouverture et travailler avec les syndicats, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver au cours des 6 prochains mois. C'est une option qu'il faudrait peut-être examiner. Ça pourrait être une partie intégrante de la recherche. De cette façon, on peut préciser auprès de nos membres pourquoi nous voulons augmenter les cotisations. Voici la partie qui serait affectée à un fonds de grève. Sanjay, c'est Emmanuel qui parle. Moi, j'aimerais juste corriger un des faits. La résolution ne porte pas sur l'augmentation des cotisations. Alors, parler des augmentations de cotisations, ce n'est pas quelque chose qui a lieu à l'heure actuelle. La proposition dont on est saisi maintenant porte sur la réorganisation, la restructuration de la collecte des données, pas sur le montant perçu. Alors, on ne va pas entreprendre cette étude-là. C'est vraiment la façon dont on fait la collecte des cotisations. Vous avez épuisé votre temps de parole. Je voulais juste corriger vos énoncés factuels. Merci. Alors, Maureen, vous avez la parole. Je vais répondre à la question à deux volets en deux temps. C'est facile pour moi de dire que j'appuie la transformation qui va mener à la création d'un syndicat plus transparent, plus efficace, plus imputable et plus encore plus inclusif pour tous les membres. Alors, j'aurais du mal à accepter en fait un rejet de cela. Nous visons tous ces choses-là. Pour ce qui est de la création d'un fonds de grève, c'est un élément très précis. Je ne pourrais pas prendre position sans consulter les membres de ma section locale, les gens que je représente. Quand je suis à la table du CEN, je ne suis pas là pour représenter mes opinions personnelles ou mes objectifs personnels. Je suis là pour représenter les membres EC. Merci beaucoup. On m'a dit que ça devrait être la dernière question, mais j'aimerais combiner deux autres questions, également des questions manuscrites. Ensuite, on va passer aux déclarations de clôture. Sanjay, Doug, Maureen, ça c'est l'ordre de parole. Est-ce que vous êtes régulièrement impliqué dans votre section locale? Quel est votre rôle? Quel est le rôle en fait du directeur pour mobiliser les membres? Sanjay, j'ai participé à une réunion tenue à DRHC, dirigée par Ron Kelly. Lui, il parlait de ce qui se passait au CEN, ce qui se passait au niveau de la section locale également. Il a parlé des rôles possibles que les gens pourraient assumer. Je n'ai pas toujours été impliqué dans le milieu syndical. Moi, je viens d'une famille ouvrière. Je respecte le rôle des syndicats parce que les syndicats ont beaucoup aidé. Mon père, par exemple, les TCA l'ont protégé et ont protégé ses collègues à plusieurs reprises quand on essayait de brimer ses droits négociés. Merci beaucoup. Alors, Doug, à vous. Alors, ma dernière réunion syndicale était la même réunion que Sanjay. On fait partie de la même section locale. À DRHC, c'est important pour nous de renforcer le pouvoir des sections locales. Il y a beaucoup de limites imposées sur eux quant aux données qui sont disponibles. On ne connaît pas forcément qui sont nos gens. On n'a pas d'adresse courriel et c'est peut-être une tâche qui devrait être assumée par les sections locales, c'est-à-dire faire la collecte de ces informations, appuyer les autres décisions ou activités que nous devons mener. Maureen, à vous. Alors, depuis mon arrivée au ministère, là où je travaille, qui était anciennement immigration et citoyenneté,
Alors, je me suis réuni avec le président de la section locale et je lui ai dit clairement que peu importe le résultat de ce processus, je vais être impliqué dans la section locale à titre de délégué syndical. C'est le rôle que j'assume à plusieurs reprises depuis des années maintenant. Alors, j'attends la convocation de la prochaine réunion pour y participer. Alors, les déclarations de clôture, est-ce qu'on a... on a combien de temps pour chaque déclaration? 1 minute chacun. Qui aimerait lancer le bal? Alors, on va faire en ordre inverse. Maureen, Doug, Sanjay. Maureen, vous avez la parole. Vous êtes la première. D'accord. Je ne vais pas dire grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Je pense que j'ai précisé mes opinions, j'ai précisé mes préoccupations. Et si je n'ai pas énoncé précisément ces préoccupations et positions, je vous exhorte à me contacter. Posez-moi des questions, demandez-moi des éclaircissements. Comme j'ai dit tantôt, c'est très important de livrer la marchandise. C'est important de redonner parce que notre association nous donne déjà beaucoup. C'est pour cela que je suis ici ce soir et pourquoi je me présente. Doug, à vous. J'aimerais également dire merci d'être participé à cette Assemblée générale ce soir. Je sais que je suis un peu hésitant, je suis pas mal nerveux. Je n'aime pas participer au débat, je n'aime pas parler devant la foule. Alors, c'est un grand défi. J'ai rédigé des notes, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc, allez faire un tour sur ma plateforme. C'est disponible sur mon site web. J'ai également une page Facebook. Également, envoyez-moi un courriel. Envoyez-moi vos questions. Doug Hager à gmail.com. .com plutôt. Alors, et si vous avez des questions, des observations, si vous avez besoin d'éclaircissement, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vais vous répondre. C'est beaucoup mieux que ce que je fais à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Doug. Alors, Sanjay, vos remarques de clôture. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la GA aujourd'hui. J'aimerais remercier Emmanuel et son équipe de m'avoir permis de m'adresser à vous par téléconférence. Je sais que peu importe le résultat des élections ce soir, il y aura un bon candidat qui va se rejoindre au CEN. J'en suis très fier, que ce soit Maureen, Doug ou moi-même. Je sais qu'on va tous faire un bon travail. Pour ce qui est de ma plateforme maintenant, je pense que j'ai énoncé clairement qui je suis et ce que je vous propose. Je vous encourage également à aller regarder le site web de CAPE. Si vous avez des questions sur mes positions, sur mes antécédents, n'hésitez pas à me contacter. Même si je ne vais pas être là pendant 2 semaines, je serai à Orlando, sanjay.chotra@gmail.com. Alors, merci Sanjay. Il fait beau là-bas d'ailleurs? Non, il fait 25-27 degrés. Moi, je portais donc un cardigan ce matin quand je suis parti. Et là, je suis en pantalon court et je vais aller souper maintenant. Ça va, ça suffit, ça suffit. Alors, tu ne vas jamais être élu comme ça. Hein? Merci, Sanjay.